Je n'aurais jamais pensé qu'un simple message ferait trembler mes mains ainsi. Le texte brillait sur l'écran de mon téléphone, se gravant dans mon esprit. « Tu ne viendras pas avec nous en croisière familiale. Ma femme préfère que ce soit juste la famille. » Ces mots venaient de mon fils, Julien, mon unique enfant, le même fils à qui j'avais offert une maison entièrement payée il y a quelques mois. La maison pour laquelle j'avais sacrifié des nuits blanches, vidé mes économies, me disant que c'était un cadeau d'amour, une fondation pour sa famille grandissante. Et maintenant, je n'étais pas assez famille pour leurs vacances. Je fixais ces mots froids, ma poitrine se serrait. Le sang rugissait dans mes oreilles, mes mains raides, glacées, tapaillant lentement ma réponse. D'accord, c'était tout ce que je disais. Ce seul mot contenait tout. La douleur, la trahison, la prise de conscience. Mais même en appuyant sur envoyer, mon esprit hurlait. Donc je suis assez bonne pour acheter votre maison, mais pas pour m'asseoir à votre table. Pas pour monter sur votre maudite croisière. Mon cœur battait comme des tambours de guerre. Ma respiration devenait courte. Mais mon visage restait immobile. Calme, presque détaché. Cette partie de moi, celle qui avait toujours ravalé ma fierté, excusez leur petite cruauté, mourait à cet instant. Le téléphone vibrait à nouveau. Un message de suivi de Margot. Ma belle-fille, Polly, mais froid. J'espère que tu comprends. C'est juste plus simple pour tout le monde que ça. Plus simple, bien sûr. Margot, c'est plus simple maintenant que vous avez la maison. Plus simple maintenant que vous pensez avoir sécurisé votre avenir. Je posais le téléphone sur la table en bois du salon de mon appartement à Montmartre, mes mains tremblant légèrement. Mais je ne pleurais pas. Plus maintenant, car à ce moment précis, une nouvelle partie de moi s'éveillait. Celle qui avait été trop douce trop longtemps. Celle qui ne serait plus humiliée. Il pensait que j'allais accepter cela. Il se trompait. Le silence dans mon salon devenait plus bruyant après ce message. Je m'asseyais sous la lumière douce d'une lampe de table. L'appartement ne semblait plus être le mien. Le soleil matinal glissait sur les photos encadrées, touchant les chaises en bois anciennes, les rideaux que j'avais cousus à la main, toutes pour eux, pour Julien et Margot, pour la famille que je pensais construire. Maintenant, l'appartement semblait un musée de mauvais choix. Sur les murs pendaient des photos souriants de vacances que j'avais financées. Disneyland quand Julien était petit, Cancun quand Margot rejoignait la famille. Le voyage en chalet de Noël, que j'avais entièrement payé, me disant que c'était mon cadeau pour eux. Toujours à donner, toujours à excuser leur silence. Je repensais à la pendaison de crémaillère au printemps, la maison que je leur avais achetée à Neuilly-sur-Seine, entièrement payée, sans hypothèque, sans dette, un nouveau départ pour leur mariage. Le plus grand cadeau que j'avais jamais offert. Margot avait serré mes mains alors, des larmes scintillant dans ses yeux. « Oh, Claire, tu n'avais pas à faire ça. Nous sommes si reconnaissants. Tu auras toujours une chambre ici. Tu sais, et je l'avais cru. Bien sûr, parce que les mères croient. Je me souvenais des nuits passées à repeindre leur chambre principale moi-même, quand ils étaient occupés au travail, choisissant des murs bleu pâle. Parce que Margot disait que c'était apaisant. J'avais commandé les meubles en ligne, les avais assemblés seuls dans mon garage. Chaque tringle à rideaux, chaque lampe de sol, chaque couverture douillette, toutes choisies avec soin, avec amour. C'était plus facile à l'époque de rester occupé, de prétendre que leur distance croissante était juste du stress, juste le travail, juste des jeunes qui se débrouillaient. Mais ce n'était pas ça. La vérité pesait lourd sur ma poitrine maintenant. Je m'étais rendue utile pour eux si longtemps, comme la réparatrice, la financière, l'aide discrète, qu'ils avaient cessé de me voir comme une personne. J'étais une ressource, un portefeuille. Et une fois le portefeuille vain, ils n'avaient plus besoin de la femme qui y était attachée. Le lendemain matin, je ne supportais plus le silence. J'appelais
Hélène. Elle arrivait dans l'heure. Comme toujours. Sans question. Sans hésitation. C'est ça avec les vieilles amies. Elles savent quand les mots ne sont pas nécessaires tout de suite. Elle entrait par ma porte d'entrée, ses yeux scannant immédiatement mon visage. Elle voyait, avant même que je puisse ouvrir la bouche. « Raconte-moi », disait-elle doucement, posant son sac sur la table du salon. Je glissais mon téléphone sur la table, pour qu'elle lise le message elle-même. Sa mâchoire se crispait, en lisant, mais elle ne disait rien au début. Elle secouait simplement la tête lentement, comme si elle s'attendait à quelque chose comme ça. Enfin, elle parlait. Ils l'ont planifié. Claire. Ces mots atterrissaient comme une pierre dans mon ventre. Ma voix sortait plus faible que je ne voulais. Je pensais que c'était juste Margot, qu'elle lui avait mis des idées dans la tête. Mais Julien, il n'est pas comme ça. Les lèvres d'Hélène se pinçaient en une ligne fine. Elle tendait la main sur la table, posait la sienne sur la mienne. Ferme, stable, claire. Tu as élevé un bon garçon, mais aussi un garçon qui n'a jamais eu à lutter, qui t'a toujours eu pour ramasser les morceaux. Et Margot, elle a vu ça, elle a vu ce qu'elle pouvait en faire. Tu t'es faite petite pour eux, et maintenant, ils agissent comme si c'était ta place. Ces mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. J'avais passé des années à lisser chaque aspérité pour Julien, annulant mes propres vacances pour garder leur chien, vidant mes économies pour rembourser leurs prêts étudiants, me présentant chez eux, chaque fois que Margot disait avoir besoin d'aide pour organiser. Toujours utile, toujours disponible. « Tu dois te protéger maintenant », disait Hélène, voix basse, sérieuse. Avant qu'il n'essaie de prendre plus, je la regardais, confusée. Prendre plus, ils ont déjà tout. Les yeux d'Hélène s'aiguisaient. « As-tu vérifié tes comptes récemment? Sais-tu si ton nom est toujours sur le titre de la maison? Sur tes investissements? Claire, tu leur fais encore confiance. » Un nœud serré commençait à se former dans mon estomac. Mon pouls s'accélérait. Je n'avais pas pensé à vérifier quoi que ce soit. Pourquoi l'aurais-je faite? C'était ma famille. J'ai laissé Margot gérer la plupart des paiements en ligne. Avouai-je, ma voix à peine un murmure. Elle disait que c'était plus facile pour les impôts. Hélène expirait fort, s'adossait à sa chaise, son front se plissante. Claire, tu dois te connecter à tout aujourd'hui. Et si quelque chose semble anormal, nous allons directement chez un avocat. J'avalais la boule dans ma gorge. Mes mains commençaient à trembler. Mais pas de peur cette fois, de prise de conscience, de compréhension froide que ma confiance avait été utilisée comme une arme. Je n'étais pas une vieille femme douce, sans défense. J'étais juste trop confiante. Et maintenant, il comptait sur cette confiance pour me garder silencieuse, conforme, invisible. Mais tandis qu'Hélène me fixait, attendant ma réponse, je sentais quelque chose en moi durcir. Une petite braise qui avait vécu trop longtemps sous leurs ombres. Je redressai le dos, ma voix stable pour la première fois depuis des jours. D'accord, nous commençons aujourd'hui. Hélène hochait la tête. Bien, parce que tu n'as pas fini. Et ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce message. Ces textes stupides, sans cœur. Je voyais le petit sourire répété de Margot. Les hochements absents de Julien. J'entendais la voix d'Hélène résonner plus fort que le silence autour de moi. Tu dois te protéger maintenant. À 2h du matin, j'abandonnais l'idée de dormir. Mon battement de cœur était fort dans mes oreilles, en prenant mon ordinateur portable. Pendant des années, j'avais laissé Margot gérer tant de comptes en ligne. C'est juste plus facile. Claire, tu ne devrais pas avoir à gérer toutes ces choses confuses à la retraite, disait-elle, toujours avec cette voix douce, mielleuse, et je voulais croire qu'elle était serviable, qu'elle se souciait. Mais maintenant mes doigts planaient sur l'écran de connexion, avec une conscience différente. Je tapais mes identifiants. Doats Reides de Nerfa.
Le tableau de bord familier chargeait. Tout semblait normal au premier coup d'œil. Mais c'était le danger. Ça semblait normal, parce que je n'avais jamais su mieux. Lentement, méthodiquement, je parcourais les historiques de comptes, mon compte courant, mon épargne, mes investissements de retraite. La plupart des transactions étaient en familière, services publics, courses, dons, dépenses routinières. Mais plus je remontais, plus je devenais mal à l'aise. Plusieurs transferts, assez petits pour passer inaperçus. Chacun étiqueté sous des catégories, comme dépenses domestiques, entretien immobilier ou réparation d'urgence. Mais je n'avais approuvé aucune réparation d'urgence. Et les destinations de ces transferts. Des cartes liées enregistrées non sous mon nom, mais sous un compte utilisateur secondaire. Je cliquais plus loin. Le nom de Margot apparaissait. Mon estomac tombait. Je fixais l'écran, figeais. Elle avait lié sa carte à mes comptes, discrètement, en douceur. Pendant des mois, peut-être plus, ponctionnant, saignant de mon argent peu à peu. Ce n'était pas juste me exclure de la croisière. Pas une question de sentiments blessés ou de tensions familiales mesquines. C'était du vol. Et Julien, était-il trop aveugle pour le voir? Ou savait-il et s'en moquait simplement? Tant que l'argent continuait de couler, une vague de chaleur pulsait à travers moi. Pas de la rage, pas encore, mais quelque chose de plus froid, plus vif. Je fermais l'ordinateur doucement, m'adossais, la lumière tamisée de mon salon attrapant les coins des photos de famille, toujours accrochées au mur. Des photos qui semblaient maintenant des preuves d'une escroquerie, élaborée dans laquelle j'avais volontairement marché. Ils ne m'aimaient pas, ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Ma gorge brûlait, mais aucune larme ne venait. À la place, je murmurais dans la pièce silencieuse. Tu as joué avec ma gentillesse. Margot, tu as joué avec ma confiance. J'avais toujours dit que rester silencieuse ne me rendait pas faible. Mais cette nuit, je comprenais enfin que le silence pouvait être vif aussi. Il m'avait sous-estimée. Je ne serais plus cette folle. Le lendemain matin, je n'étais plus incertaine. Je ne paniquais plus. Le brouillard s'était dissipé, ne laissant qu'une concentration froide. J'appelais mon conseiller financier sous le prétexte poli d'un contrôle de routine. Je ne voulais pas encore déclencher d'alerte, pas avant de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Bien sûr, Madame Beaumont, répondait Monsieur Lefebvre plaisamment. Il gérait mon portefeuille depuis des années. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Mon fils et ma belle-fille m'ont aidé à gérer certaines dépenses domestiques, disais-je, gardant mon ton égal. Mais j'aimerais m'assurer que tout est encore structuré, comme nous l'avions prévu. Il consultait mes dossiers, tandis que j'attendais, forçant ma respiration à rester stable, même si mes mains tremblaient sous le bureau. Eh bien, tout semble généralement stable, bien que je voie une activité récente. Sa voix changeait légèrement. Il semble que plusieurs transferts de fonds ont été programmés, principalement pour couvrir des rénovations domestiques en cours. J'avalais difficilement. Des rénovations, oui, assez importantes. En fait, quelques sommes conséquentes affectées, j'hésitais. Des améliorations de design et des prépaiements de contracteurs. Je serrais le téléphone plus fort. Et qui a autorisé ces transferts? Une brève pause. Eh bien, Madame Beaumont, techniquement, vous l'avez fait. Du moins votre compte représentant autorisé l'a fait. Mon estomac se retournait. Quel représentant? Il hésitait pour la première fois. Il semble que votre utilisateur autorisé secondaire, Madame Margot Beaumont, a traité ces transactions. Elle a un accès complet sous la procuration durable que vous avez signée au printemps. Je fermai les yeux brièvement. Je me souvenais de cette réunion. Margot avait insisté pour que je signe la paperasse mise à jour, pour faciliter les choses en cas d'urgence.
Elle avait même apporté le notaire elle-même, souriant tout le temps. Bien sûr qu'elle l'a fait. Merci, monsieur Lefebvre, disais-je calmement. Pourriez-vous signaler toute autre transaction pour mon examen personnel? Avant traitement, j'ai décidé d'être plus impliquée à l'avenir. Il acceptait sans hésiter. Quand je raccrochais, je restais dans le silence à nouveau. Plus de doute maintenant. Margot n'aidait pas. Elle se positionnait pour quand elle et Julien pourraient tranquillement tout siphonner, utilisant cette maison comme leur prix. Ma retraite n'était pas leur héritage. Pas encore. Mais ils dépensaient déjà comme si c'était le cas. Je regardais le médaillon de mon défunt mari, Louis, sur le rebord de la fenêtre. Celui qu'il m'avait donné après notre 30e anniversaire. Il aurait vu à travers ça plus tôt. Il m'avait toujours prévenu d'être prudente. Mais je voulais tellement croire en la famille. Pendant des années, je m'étais rendue si petite pour éviter les conflits. Mais l'amour sans respect, c'est une prison. Et je venais de trouver la clé. Je tournais mon regard vers l'étagère vide dans le salon, où j'affichais fièrement une photo encadrée de la pendaison de crémaillère de Julien et Margot. Je l'avais retirée il y a 2 nuits. L'étagère semblait meilleure vide, plus légère. Et pour la première fois, moi aussi, ils avaient parié sur mon silence. Ils le regretteraient. Cet après-midi-là, je marchais au parc. J'avais besoin d'air, d'un espace qui n'était pas construit par mes sacrifices, rempli de meubles que j'avais achetés pour eux, ou hanté par des photos de gens qui ne me voyaient que comme utile. Le vieux chêne se tenait toujours, où Louis s'asseyait chaque dimanche après-midi, lissant le journal. Pendant que je nourrissais les canards, c'était son endroit préféré. Il l'appelait notre petit coin de calme. Je m'asseyais sur le banc sous ses larges branches, la brise chaude emportant une partie du poids qui pressait ma poitrine. Longtemps, je ne disais rien, juste respirant, juste écoutant. Puis je lui murmurais doucement, comme s'il était encore assis à côté de moi. « Tu l'aurais vu, Louis, tu m'aurais prévenu. » Mes doigts traçaient les bords du vieux médaillon que je portais encore. Mon pouce effleurant la petite date gravait. Le jour où nous avions remboursé notre première maison. Le jour où nous pensions construire un avenir pour notre famille. Quand Julien était encore notre garçon aux yeux brillants. Impatient de construire des cabanes dans les arbres. Pas des complots. Je mordais ma lèvre fort pour arrêter le tremblement. Je ne voulais plus pleurer. Les larmes avaient été dépensées il y a longtemps. Le lendemain matin, j'attendais au bureau de mon avocat, avant même qu'il n'ouvre la porte. Maître André Lefebvre gérait mes affaires depuis des années. La planification successorale, l'achat initial de la maison pour Julien et Margot, même la paperasse initiale que Margot insistait pour que je signe. Quand elle voulait plus de flexibilité pour gérer les finances domestiques, à l'époque, je lui faisais confiance. À eux tous. Plus jamais, il m'accueillait avec un sourire chaleureux. Mais l'inquiétude dans ses yeux le trahissait. « Claire, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Tout va bien. » Je m'asseyais en face de lui, croisais soigneusement les mains sur mes genoux. Ma voix stable, mais sans douceur. Je dois annuler le don de la maison. Il clignait, légèrement surpris. Vous voulez dire la propriété que vous avez transférée au nom de Julien et Margot. Je hochais la tête. Exactement celle. Là, je veux que ce soit annulé. Je veux mes actifs verrouillés, tous les pouvoirs financiers révoqués, et chaque piste papier documentée. Un bref instant, il hésitait, pas parce qu'il était en désaccord, mais parce qu'il savait ce que cela signifiait. Claire, cela pourrait créer des tensions. Ils ont déjà créé des tensions, répondais-je. J'ai simplement été trop aveugle pour le voir. Il m'étudiait un instant, puis hochait la tête. Très bien, nous procéderons. Et une chose de plus, ajoutai-je, ma voix encore plus basse maintenant. Je veux une documentation complète de toute activité financière qu'ils ont initiée, utilisant mes comptes. Toutes, chaque retrait,
Chaque transaction, chaque autorisation que Margot a traitée, une trace d'approbation traversait son visage. Nous aurons besoin de preuves. Si cela devait escalader, ça va escalader, disais-je calmement. Ne prétendons pas le contraire. Il griffonnait quelques notes rapides avant de lever les yeux. Vous devriez peut-être envisager d'embaucher un détective privé. J'arquais un sourcil. Vous pensez que c'est si sérieux? La voix de Lefebvre s'adoucissait, mais restait ferme. Margot n'essaie pas juste de manipuler. Elle se positionne pour un contrôle à long terme. Claire, vous avez des actifs significatifs. Si elle trafique déjà les comptes, elle construit probablement une piste papier pour justifier de futures revendications. Nous avons besoin d'une contre-piste, quelque chose d'incontestable. L'idée me retournait l'estomac, mais pas de peur, de préparation, de clarté. Faites-le, disais-je. Embauchez qui vous faites confiance. Il hochait la tête. Nous gérerons le côté légal. Le détective peut s'occuper du reste. Et juste comme ça, les roues commençaient à tourner. En quittant son bureau, je me sentais plus légère. Pas parce que le problème était résolu. Loin de là. Mais parce que pour la première fois, je ne jouais pas en défense. Je n'attendais pas la prochaine trahison. Je bougeais. En montant dans ma voiture, je me permettais un petit sourire amer. Il voulait du silence. Il l'aurait, mais ce serait mon type de silence. Celui qui bouge discrètement et frappe avec précision. Le lendemain matin, quelque chose glissait sous ma porte. Je le voyais immédiatement. En entrant dans le salon, une enveloppe blanche simple, du genre que Margot utilisait toujours pour les documents qu'elle préparait pour m'aider. Sur l'enveloppe, un post-it, son écriture douloureusement familière. Signe quand tu es prête. Maman, ça rendra tout plus facile. Pendant que nous sommes partis, je me figeais. Ils étaient déjà partis, en croisière, flottant quelque part sur des eaux saphirs, sirotant des cocktails, riantes. Tandis qu'ici, chez moi, leur jeu continuait. Avec des doigts prudents, j'ouvrais l'enveloppe, dépliais la pile de documents à l'intérieur, soigneusement tapés, professionnellement préparés, à première vue. Ils semblaient inoffensifs, des amendements de routine. Margot avait toujours été douée pour habiller le contrôle en commodité. Mais en lisant plus loin, le creux dans mon estomac s'approfondissait, enfoui dans les petits caractères, cachés sous un langage générique sur simplification successorale, et simplification de l'autorité, une procuration complète, permanente, irrévocable. Cela donnerait à Margot un contrôle légal total sur mes finances, ma propriété, mes décisions médicales. Toute ma vie, je sentais mon souffle se couper, tandis que le poids s'installait dans ma poitrine. Ils n'étaient pas juste en train de se positionner, ils étaient prêts à tout prendre. Pas plus tard, pas un jour, maintenant. Je restais là, serrant les pages, mes jointures blanchissant contre le papier net, le poids de l'audace de Margot pressant dans ma poitrine comme une pierre froide. Ce n'était pas juste des documents, c'était une déclaration, une tentative calculée de m'effacer pendant que je respirais encore. Je posais l'enveloppe soigneusement, comme si elle pourrait exploser si manipulée trop brutalement. Mes mains ne tremblaient plus, le choc s'était consumé, ne laissant qu'une résolution d'acier. Je ne signerai pas, je ne céderai pas, et surtout, je ne leur ferai pas savoir que j'étais éveillée à leur jeu. Pas encore. Je glissais l'enveloppe dans un tiroir verrouillé de mon bureau, où je gardais chaque pièce de preuve que j'avais recueillie. Relevé bancaire, messages texte, les premières découvertes du détective. Tout soigneusement organisé, attendant le moment où ils serviraient leur but. Je marchais vers la fenêtre du salon, regardant les toits de Montmartre, la même rue où Julien faisait du vélo. Rien tandis que je le poursuivais, la même rue où je l'avais salué pour l'université, croyant construire un avenir pour nous deux.
maintenant qu'elle semblait une scène, et je réécrivais le script. Il pensait pouvoir me pousser dans l'ombre, mais j'en avais fini de jouer la mère invisible. Je prenais le téléphone, composais le numéro de Lefebvre. Ma voix calme, inébranlable. Ils ont envoyé plus de papiers. Une procuration complète, permanente. J'ai besoin que vous les voyiez. Ils n'hésitaient pas. Apportez-les maintenant. Claire. Nous bougeons plus vite, au bureau de Lefebvre. L'air était épais d'un but précis. Il étalait les documents sur son bureau, ses yeux se rétrécissant en scannant les petits caractères. « C'est agressif », disait-il, voix basse. Ils n'essaient plus juste de ponctionner. Ils veulent vous exclure complètement. Je hochais la tête, mes mains croisées sur mes genoux, stable comme la pierre. Ils pensent que je suis trop faible pour riposter. Lefebvre levait les yeux, une lueur d'admiration dans son regard. Ils ont tort. Il se tournait vers le détective privé, Monsieur Victor Moreau, qui était assis discrètement dans le coin, son carnet ouvert. Que savons-nous sur leur piste financière? Moreau feuilletait ses notes, son ton mesuré. Margot a détourné des fonds dans un compte séparé, lié à une société écran, probablement pour cacher la préapprobation de la seconde hypothèque. Le nom de Julien n'y est pas, mais il a signé des documents connexes. Ils sont tous deux profondément impliqués. Je me penchais en avant. À quel point Moreau croisait mon regard. Assez pour que si la vente de la maison ne couvre pas leurs dettes, ils risquent de la faillite. Au pire, leurs prêteurs privés ne sont pas du genre indulgent. La pièce tombait silencieuse, le poids de leur désespoir s'installant sur nous. Ils n'étaient pas juste avides, ils étaient acculés. Et les gens acculés font des erreurs. Lefebvre tapotait les papiers. Cette tentative de procuration est leur mouvement le plus négligent à ce jour. C'est de la coercition, pure et simple, et avec vos enregistrements, nous pouvons prouver l'intention. Je hochais sur la tête, alors utilisons-la. Déposez tout. Assurez-vous qu'ils ne puissent toucher un centime de plus. Lefebvre souriait faiblement, déjà en cours. Claire, quand ils reviendront, ils se heurteront à un mur qu'ils ne pourront pas escalader. Les jours avant leur retour passaient dans un flou de préparation discrète. Je suivais ma routine avec une précision que je ne savais pas posséder. Chaque matin, je vérifiais mes comptes, m'assurant qu'aucune nouvelle transaction ne passait. Chaque soir, je passais en revue les mises à jour de Moreau, chacune resserrant le nœud autour des plans soigneusement posés de Margot. Elle avait été imprudente, supposant que ma confiance était infinie, supposant que je ne regarderais jamais, ne questionnerais jamais. Mais je regardais maintenant, et ce que je voyais était une toile de mensonges si fragile qu'elle s'effondrerait sous la moindre pression. Moreau découvrait plus. Des emails entre Margot et un prêteur, discutant comment simplifier le transport de la maison. Des textos à Julien l'exhortant à garder un moment calme pendant qu'il finalisait l'hypothèque. Même une conversation avec un agent immobilier sur la mise en vente rapide de la maison. Une fois la paperasse sécurisée, chaque pièce était une autre brique dans ma défense, un autre clou dans leur cercueil. Je ne me laissais plus ressentir la douleur. La trahison s'était durcie en quelque chose d'autre. Une force discrète, implacable. Je ne me battais pas pour la vengeance. Je me battais pour moi-même, pour la vie que j'avais construite, pour les promesses que j'avais faites à Louis, de ne jamais laisser notre héritage être volé. Je maintenais la façade avec les textos occasionnels de Margot. J'espère que tu te reposes. Maman, hâte de te raconter la croisière. Je répondais avec une chaleur polie, vague. Ça semble merveilleux. Ma chère, profitez. Chaque message un fil qu'elle ne savait pas tisser dans sa propre perte. La veille de leur retour, je m'asseyais avec Lefebvre et Moreau dans une petite salle de conférence, la table couverte de dossiers. Chacun une pièce du puzzle que nous avions assemblé. Nous avons assez pour les enterrer, disait Moreau.
glissant un rapport épais vers moi. Fraude financière, coercition, transferts non autorisés. Et maintenant, cette tentative de procuration. C'est un abus sur personne âgée. Pour être simple, Lefebvre hochait la tête. Le tribunal examine déjà l'annulation de la maison. La vente au nouvel acheteur est prévue pour le jour de leur retour. Ils ne sauront rien jusqu'à ce qu'ils essaient d'accéder à la propriété. Je traçais mon doigt le long du bord du rapport. Et les comptes. La voix de Lefebvre était ferme. J'ai lèche. Tous. L'accès de Margot est coupé. Le prêteur a été notifié de la fraude. Il se retire, ce qui signifie que leur seconde hypothèque est morte dans l'eau. J'expirais lentement, le poids des années se soulevant avec chaque mot. Et s'ils se battent? Moreau se penchait. Ils se battront depuis un trou. Les preuves sont accablantes. Et avec les enregistrements, ils ne peuvent pas présenter ça comme un malentendu. Je hochais la tête, ma voix stable. Alors nous sommes prêts. Lefebvre posait une main sur la pile de documents. Claire, ce n'est pas juste gagner, c'est s'assurer qu'il ne puisse jamais réessayer. Je croisais ses yeux. Je sais, et j'en ai fini d'être leur filet de sécurité. La pièce était silencieuse, mais ce n'était pas le silence lourd de la trahison. C'était le calme avant la tempête. Et j'étais celle qui la dirigeait maintenant, le matin de leur retour. J'étais prête. Je me garais à un pâté de maison, me tenant discrètement de l'autre côté de la rue, tandis que leur voiture s'arrêtait devant leur maison à Neuilly-sur-Seine. Ils étaient de retour de leur croisière scintillante, bronzés, détendus, totalement ignorants. Margot sortait d'abord, lunettes de soleil perchées sur la tête, aboyant des ordres à Julien, tandis qu'ils tiraient leurs bagages du coffre. Elle parlait déjà. Quelque chose sur la nécessité de programmer un rendez-vous pour finaliser la seconde hypothèque. Julien répondait à peine. Il faisait défiler son téléphone, comme d'habitude, détaché, mais obéissant. Puis ils se figeillaient tous deux. Deux voitures inconnues étaient garées dans l'allée. Des camionnettes de déménagement. Un jeune couple se tenait près de la porte d'entrée, discutant joyeusement avec l'agent immobilier. Je traversais la rue lentement, chaque pas mesuré. Sans hâte, Julien me repérait d'abord. « Maman », sa voix vacillait, entre confusion et autre chose. Quelque chose qui rampait dans ses yeux. La peur. Les yeux de Margot se rétrécissaient. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Le jeune couple souriait poliment. Entrait avec l'agent immobilier. La porte d'entrée se refermait derrière eux. Leur porte maintenant. Je pénétrais dans le salon de la maison. Les meubles en cuir blanc scintillant sous la lumière du matin. Les grandes fenêtres donnant sur le jardin. Je parlais enfin. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de gérer quoi que ce soit pour moi. Le visage de Margot s'empourprait instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon sang! La voix de Julien montait. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il des gens dans notre maison? Je laissais le silence planer, regardant leur panique lentement éclore. « Pas votre maison », disais-je calmement. « Plus maintenant ». Margot se précipitait en avant, sa voix montant dans ce ton strident qu'elle adoptait. Quand les choses n'allaient pas dans son sens, « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes en plein refinancement. Nous avons des contrats. » Je la coupais, tendant la main dans mon sac, sortant le dossier épais. Voici les seuls contrats qui comptent. Je tendais le dossier à Julien. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, feuillettant la paperasse. Son visage se vidait de couleur. En lisant chaque page, l'annulation, les documents de vente, le rapport du détective, des copies des transactions non autorisées de Margot, des preuves de tout. Margot arrachait les papiers de ses mains, les parcourant frénétiquement. Sa respiration s'accélérait. Elle calculait, cherchant des failles. N'importe quoi qu'elle pourrait tordre. Rien de tout ça ne tiendra. Lançait-elle. Nous gérions les choses pour votre bénéfice. Vous le regretterez. Quand vous vous calmerez, nous essayons juste d'aider. Je gardais ma voix stable.
Aïe, tu veux dire vider mes comptes dans mon dos, jouer avec une dette liée à une maison que vous ne possédez même plus, falsifier des documents de procuration et espérer que je signerai tranquillement. Pendant que vous étiez à l'autre bout de l'océan, la mâchoire de Margot se crispait. Julien parlait enfin, sa voix craquant. « Maman, nous ne voulions pas. » Je levai la main. « Arrête. » Le mot était discret, ferme, final. Vous ne vouliez pas être pris. Aucun ne parlait. Pour la première fois, je voyais clairement dans leur visage. Pas de l'amour, pas du remords, juste de la peur. Le genre de peur que ressentent les gens quand ils réalisent que la personne qu'ils ont sous-estimée observait, attendait. Je laissais le silence s'étirer entre nous. Puis, pour la première fois depuis des mois, je souriais. Un vrai sourire. « Vous avez parié sur ma confiance, » disais-je. « Et vous avez perdu. » Le visage de Margot se tordait en quelque chose de laid. Un instant, elle ressemblait à un animal acculé, encore prête à frapper, mais réalisant que le piège s'était déjà refermé. « Vous ne pouvez pas nous prendre tout, » criait-elle. « Nous avons construit cette vie. Vous ne pouvez pas la détruire. » À cause de quelques malentendus, la respiration de Julien devenait courte. Ses mains serraient le dossier, comme s'il pourrait disparaître, s'il le tenait assez fort. Je restais immobile, mesurée. « Vous n'avez pas construit cette vie, » répondais-je doucement. « Vous l'avez prise, morceau par morceau, sourire par sourire. Et vous pensiez que je vous laisserais. » La voix de Margot craquait de désespoir maintenant. « Nous avons des droits. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas nous couper comme ça. » Je sentais le poids des années derrière moi. Les innombrables fois où je restais silencieuse pour garder la paix. Les humiliations que j'avais avalées pour être la bonne mère. La culpabilité. Les dons. La croyance. Mais pas aujourd'hui. Je tendais à nouveau dans mon sac. Sortais le second dossier. Plus fin que le premier, mais plus lourd d'une certaine manière. Je le levais entre nous. « Si vous voulez poursuivre une action en justice, » disais-je calmement, « voici ce que vous affronterez. » Je le lui tendais. Elle l'arrachait, comme un chien enragé se jetant sur de la viande. À l'intérieur, le paquet de preuves complètes, préparé par le détective et Lefebvre. Des copies de chaque retrait non autorisé, chaque transfert, chaque dépôt frauduleux que Margot avait fait en mon nom. Chaque document qu'elle avait glissé sous ma porte, tout en souriant à mon visage. Fraude, abus financier sur personne âgée, coercition, falsification. Margot feuilletait les pages plus vite maintenant. Sa respiration s'accélérait, la couleur vidée de ses joues, tandis que la réalité commençait à se refermer autour d'elle. Je parlais plus doucement cette fois, mais avec encore plus de poids. Si vous tentez même d'aller au tribunal, Margot, ce dossier deviendra un registre public. Chaque transaction, chaque document falsifié, chaque tentative de voler votre propre belle-mère. Je laissais les mots s'enfoncer. Comme une encre, Julien murmurait, presque inaudible. « Margot, qu'as-tu fait ?» Elle tournait la tête vers lui, sa voix se brisant. « Ne t'avise pas de me mettre ça sur le dos. Juliane, tu étais d'accord quand l'argent arrivait. » Mais Julien se tenait là, yeux écarquillés, épaules s'affaissant sous le poids de tout ce qui s'effilochait devant lui. Je les observais attentivement tous deux. Le mariage qui semblait autrefois si uni dans sa cruauté discrète craquait vite. Je prenais une profonde inspiration. Prononçais mes derniers mots. « J'étais ta mère. Julien, tu as fait de moi ta cible. » Sa lèvre tremblait, sa tête baissée. Une bref instant, je voyais le garçon qu'il était autrefois. Celui qui me demandait de réparer son camion jouet, qui courait vers moi avec des genoux écorchés. Mais ce garçon était parti depuis longtemps, et j'en avais fini de le pleurer. Ce n'est pas de la vengeance, continuai-je, ma voix plus douce maintenant. C'est de la protection. Pour la première fois depuis des années, je me protège enfin.
Margot jetait le dossier sur le sol du salon, me fusilant du regard. « Vous pensez avoir gagné, mais vous finirez seul. » Je souriais à nouveau. « Calme, stable, seul, » disais-je doucement. « C'est mieux qu'être utilisé. » Puis je tournais le dos et m'éloignais. Je ne regardais jamais en arrière. Je roulais lentement vers chez moi. Le moteur bourdonnait doucement sous moi, tandis que je serpentais dans les rues tranquilles de Montmartre, sentant chaque souffle se stabiliser. Le soleil avait plongé bas. Quand je me garais dans mon modeste immeuble, pas grandiose, pas ostentatoire, mais à moi, entièrement à moi, en verrouillant ma porte derrière moi, j'imaginais la scène se déroulant encore à cette maison. Ma maison, maintenant celle de quelqu'un d'autre. Les déménageurs. Le jeune couple s'installant joyeusement dans l'endroit que Julien et Margot croyaient autrefois intouchable. Et eux, debout dans ce salon luxueux, entourés des débris de leurs plans, leur maison partie, leurs complots exposés, leurs illusions brisées. Le téléphone vibrait une fois sur la table. Un message texte de Julien. « Maman, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Ce n'est pas ce que je voulais. S'il te plaît. » Je fixais les mots. Froid, vides. Il ne m'avait pas appelé maman en personne depuis des mois. Mais maintenant, dépouillé de tout. Il se souvenait soudain de qui j'étais pour lui. Je ne répondais pas. Un second message suivait dans les minutes. « Je suis désolée. Margot s'est emportée. Elle m'a poussée. Tu sais comment elle est. Je ne voulais jamais te faire mal. » Je pouvais presque entendre sa voix dans ses mots, désespérée, tendant la main, cherchant à réécrire l'histoire. Maintenant qu'il n'y avait plus rien à voler, mon pouce planait sur l'écran, mais je ne tapais rien en retour, car j'avais enfin appris. Tu ne me manques que maintenant que j'ai dit non. Je posais le téléphone face contre la table, marchais vers la fenêtre. La brise du soir portait le son léger des artistes de rue, jouant quelque part à Montmartre. Un rire simple, honnête. Derrière moi, l'appartement était silencieux, sûr, vide de la meilleure façon. Pas de manipulation, pas d'agenda, juste la paix. Ils pensaient que je ne pouvais pas vivre sans eux. Mais la vérité était que j'avais étouffé sous eux pendant des années. Chaque sacrifice que j'avais fait pour Julien, chaque euro, chaque heure de ma vie versée dans cette maison, ce mariage, cette famille, s'était transformé en une arme qu'ils utilisaient contre moi. Et pourtant, debout ici maintenant, dépouillé de tout ce à quoi je m'accrochais autrefois, je ne m'étais jamais sentie plus légère. Qu'ils s'enragent, qu'ils s'agitent, qu'ils blâment, je n'avais plus rien à leur donner. Et cela faisait de moi la femme la plus libre au monde. Je murmurais dans la pièce vide, comme une prière discrète destinée uniquement à moi. Le silence ne signifiait pas faible. Et enfin, je le croyais.